Je vais vous dire, M. Murdoch a réussi le test du détecteur de mensonges. Haut la main. Les avocats de l'accusé de meurtre Alec Murdaugh lâchent des révélations fracassantes alors qu'il retourne au tribunal pour débattre des preuves lors du nouveau procès d'Alec pour les meurtres de sa femme Maggie et de son fils Paul. Murdaugh va-t-il obtenir le transfert du procès, le rejet de l'affaire et d'autres requêtes? Nous examinons tous les nouveaux détails que nous découvrons. Je suis Anjanette Lévy et voici Crime Fix. Alec Murdaugh est de retour au tribunal et il se bat avant son nouveau procès pour les meurtres de sa femme Maggie et de son fils Paul. Maggie et Paul, vous vous souvenez, ont été abattus à mort dans le domaine de chasse familiale de Moselle le soir du 7 juin 2021. Murdaugh a appelé le 911 après être revenu d'un voyage chez sa mère à Alameda et il a dit à l'opératrice que Paul et Maggie étaient gravement blessés. Il a fallu plus d'1 an, mais Alec Murdaugh a finalement été inculpé pour les meurtres de Maggie et Paul. Les procureurs du bureau du procureur général de Caroline du Sud ont déclaré qu'Alec avait tiré sur Paul avec un fusil de chasse et sur Maggie avec un fusil blackout. Ils ont affirmé que ces armes étaient des armes de la famille qui n'ont jamais été retrouvées. Murdaugh a été rapidement condamné, mais il a obtenu un nouveau procès en raison d'une faute professionnelle commise par la greffière discréditée Becky Hill. La plus haute cour de l'État a conclu que Becky Hill avait influencé le jury et a annulé les condamnations de Murdaugh, renvoyant l'affaire pour un nouveau procès. À présent, Alec Murdaugh, son équipe juridique et les procureurs sont de retour au tribunal et se disputent sur de nombreux points. Tout depuis le lieu où se tiendra le nouveau procès jusqu'aux preuves que le jury pourra entendre et voir, ainsi que sur la validité des actes d'accusation. Sur ce dernier point, ils seront maintenus. Il y a peu de chances que le juge les rejette, mais on ne sait jamais. L'audience d'aujourd'hui dans le comté de Lexington devait porter sur la procédure, mais elle s'est rapidement transformée en une dispute concernant des accords secrets et des allégations de mauvaise conduite policière, et même une révélation choc selon laquelle les armes du crime dans l'affaire Murdaugh pourraient être liées à un autre homicide. Oui, vous m'avez bien entendu. Je vais y revenir dans un instant. Mais d'abord, l'audience a commencé avec l'équipe de défense d'Alec Murdaugh, accusant l'État de cacher, peut-être, des preuves qui pourraient aider Alec Murdaugh à discréditer les témoins de l'accusation. En ce qui concerne les accords secrets, il y a un co-accusé dans certaines affaires et ensuite il a été inculpé séparément. Il s'appelle Eddie Smith, Curtis Eddie Smith, qui est un cousin éloigné de M. Murdaugh, n'a été inculpé qu'en novembre 2021. Il y a presque 5 ans, de coups et blessures, de menaces avec une arme, de complot, de dépôt d'un faux rapport de police. Et cela concerne une fusillade au bord de la route impliquant M. Murdaugh. Par la suite, en juin 2022, il a été inculpé par le grand jury de l'État de 4 chefs d'accusation de blanchiment d'argent, de trafic de méthamphétamine, entre autres choses. Plus de 4 ans se sont écoulés et ces affaires n'ont pas été réglées. Toutes les autres affaires dont nous avons connaissance ont été réglées. Et cela soulève la question, pourquoi pas? Ont-ils un accord de coopération avec M. Smith? Si c'est le cas, quelles en sont les conditions? Il a été identifié comme témoin dans cette affaire depuis le dernier procès, bien avant le dernier procès. Donc, nous n'avons rien sur M. Smith. Et s'ils ont un accord, ils sont obligés de divulguer. S'ils ont une entente, ils sont obligés de la divulguer. Et nous ne l'avons jamais reçue. Maintenant, ça, c'est le cousin Eddie, un parent éloigné d'Alec Murdaugh, qui fait face à ses propres accusations dans une fusillade sur le bord de la route impliquant Murdaugh. La défense veut savoir ceci. Est-ce qu'Eddie a conclu un accord pour témoigner contre Alec? Mais ce n'était pas tout. Griffin s'est ensuite tourné vers l'agent David Owen du SLED, l'enquêteur principal dans l'affaire Murdaugh, qui se trouve aussi être un ancien lauréat du prix de l'agent de l'année du SLED. En ce qui concerne les questions de crédibilité de la police, nous savons que le juge Roger Young a rejeté une affaire de meurtre. Et le nom de cette affaire est State versus Michael Colucci. Et il a été inculpé en 2015. En juin 2025, les avocats de Colucci ont déposé une requête pour annuler l'acte d'accusation, affirmant que l'État avait dissimulé des preuves disculpatoires cruciales à la veille de la sélection du jury. Les requêtes identifient David Owen, l'agent du SLED David Owen, qui était l'agent principal chargé de l'enquête dans cette affaire, qui, après cette affaire, a reçu le prix d'agent de l'année du SLED. Le juge Young a rejeté l'affaire Colucci en raison de la dissimulation de preuves à décharge. Nous voulons savoir ce qu'il y a dans le dossier RH de M. Owen, agent du SLED. Je crois qu'il est maintenant à la retraite. A-t-il été réprimandé? A-t-il été sanctionné? Quelles mesures ont été prises à la suite de l'affaire Colucci?
Ensuite, c'était au tour de l'État et le procureur principal Creighton Waters a répliqué. Il a dit qu'il n'y avait aucun accord secret avec Cousin Eddie. Tout d'abord, je veux dire que nous prenons nos obligations très au sérieux. Je sais que vous aussi. Et nous n'avons jamais eu de problème. C'est la première fois qu'ils soulèvent ces questions spécifiques. Ils auraient pu m'appeler. Et si jamais je découvre quelque chose d'important, ce sont les premières personnes que j'appelle. Et cela a toujours été notre pratique. En ce qui concerne Giglio, en ce qui concerne Eddie Smith, eux, bien sûr, il n'y a aucun accord de coopération. Je n'ai aucun accord secret. Si j'avais un accord avec cette personne, je le lui communiquerais. Ils ont toutes les déclarations des témoins. Ils ont les témoignages du grand jury de l'État. Ils ont toutes les informations que nous avons et tous les éléments de la procédure concernant Eddie Smith. Et il n'y a aucun accord secret. Et si jamais je concluais un accord avec un témoin, je le divulguerais immédiatement à la défense. Je comprends très bien cette obligation. Puis, la grande révélation. L'équipe de défense d'Alec Murdaugh affirme que l'une des armes utilisées dans les meurtres des Murdaugh aurait pu être utilisée dans un autre homicide. Écoutez bien. Nous avons appris, grâce au reportage de FitzNews, qu'il y a eu un meurtre récent. Nous passons dans le comté d'Allendale. Et ce qui est ressorti de cette enquête et ce qui a été divulgué à la presse, c'est que les armes utilisées dans l'affaire des meurtres Murdaugh étaient liées au meurtre du comté d'Allendale. Maintenant, comment cela pourrait-il être possible? Et donc, nous aimerions savoir, est-ce que les armes utilisées dans l'affaire des meurtres Murdaugh étaient liées à ce meurtre d'Allendale? Maintenant, si votre honneur nous le permet, nous allons aborder ce sujet ou l'apprendre. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Le laboratoire de balistique médico-légal du SLED a effectué une analyse portant uniquement sur les douilles du 300 Blackout qui a été utilisé pour assassiner Maggie Murdaugh. Et l'expert en balistique a témoigné que les marques d'extraction sur ces douilles retrouvées sur la scène du crime correspondaient aux marques d'extraction trouvées sur des douilles autour de la maison Moselle et au stand de tir. Et leur analyse était, à son avis, c'était la même arme qui avait éjecté les douilles du 300 Blackout à la maison, au stand de tir et sur la scène du crime. Ce qui nous amène à, nous ne savons pas si c'était la même arme du crime à Allendale, mais s'ils ont fait une analyse des douilles dans l'affaire du meurtre d'Allendale et qu'ils disent qu'elles correspondent aux douilles des meurtres Murdaugh, soit leur test est mauvais, ou alors quelqu'un utilise cette arme pour tuer d'autres personnes. Les ESA vous interpellez. La défense suggère que la même arme qui a servi à tuer Maggie Murdaugh aurait pu être utilisée dans un autre meurtre. Je vais vous dire dans un instant ce que l'État a répondu à ce sujet. Et Griffin n'en avait pas fini. Il a accusé l'État de ne pas prendre au sérieux ses obligations de divulgation. Nous savons que le SLED a reçu des pistes parce que nous en avons reçu aussi. Nous n'avons reçu aucune information concernant des pistes, que ce soit sur leur fiabilité ou sur l'identité de quelqu'un d'autre qu'Alec Murdaugh impliqué dans les meurtres. Nous n'avons reçu aucune information. Ont-ils trouvé les armes du crime? Ont-ils trouvé les armes du crime depuis le dernier procès? Et il y a des informations connexes sous-jacentes à tout cela.
Et donc, nous ne pensons pas que l'accusation prenne ses obligations assez au sérieux pour découvrir ce que... Quels éléments Brady ont été développés et quels éléments Giulio ont été développés. Et c'est ce dont nous sommes conscients aujourd'hui, mais vous savez, nous n'avons pas cet avantage. Et nous n'avons pas la possibilité de contacter les forces de l'ordre et d'obtenir ces informations. Le procureur général adjoint Creighton Waters n'en croyait pas ses oreilles. Concernant les pistes, nous avons déjà fourni beaucoup de ces informations auparavant. Mais comme je l'ai dit, cette affaire a été jugée il y a plus de 3 ans et demi. Donc, nous sommes en train de, vous savez, de faire des corrélations. Bon sang, je reçois encore aujourd'hui des emails du monde entier, vous savez, mais nous les classons ou les catégorisons. Et il y aura toutes sortes d'informations, aussi fantaisistes ou invraisemblables soient-elles, et elles seront également fournies à la défense. Donc, encore une fois, comme vous le reconnaissez, et comme nous le reconnaissons, cette obligation est continue. Nous la prenons au sérieux. Et tout ce qui a été découvert depuis cette époque, nous veillerons à le fournir à la défense. Nous faisons constamment des audits et des vérifications de la communication de pièces. Très bien. Eh bien, parlez-moi de l'affaire Allendale avec C'est l'arme du crime. C'est la première fois que j'entends ça. Je n'en ai jamais entendu parler. Si quelqu'un m'avait dit qu'ils avaient fait correspondre cela à l'arme du crime, non seulement le premier appel, encore une fois, que je ferai, serait pour eux, et le deuxième appel que je ferai serait à votre honneur. C'est la première fois que j'entends cela. Je n'ai jamais lu l'article de Fidz. Personne au SLED, avec qui je communique quotidiennement, ne m'a dit « Hé, Creighton, au fait, XX s'est produit. » Donc, je vais certainement me pencher là-dessus. Mais je serais stupéfait d'apprendre que cela s'est réellement produit et que personne n'en ait informé ce bureau. D'accord. J'espère que cela répond à vos questions. Il va revenir vers vous. Il va vérifier de nouveau concernant l'agent Kelly. Mais d'après ce qu'il comprend, il n'y a pas eu de malhonnêteté. Mais cela atteindrait le seuil Giglio. Oui, mais il va revenir vers vous. En ce qui concerne le meurtre à Allendale, avec les armes du crime, vous m'avez vraiment fait tiquer sur ce point. Vous avez été honnête tout au long de cette affaire. FitzNews a révélé des informations dont nous n'étions pas au courant. Et on pourrait faire une longue liste de cela. Mais il y avait un podcast. Il y avait une référence à ce que je viens de vous dire. Peut-être que vous pourriez transmettre cela à M. Waters et le laisser regarder pour voir si cela a le moindre fondement. Eh bien, nous demanderions qu'il examine cela. Et je serai le premier à dire, votre honneur, que je ne regarde pas les podcasts et je ne lis pas les blogs. J'essaie de baser ce que je fais sur les preuves et non sur les spéculations qui circulent dans les médias. Mais franchement, je n'ai jamais entendu parler de cette chose-là. Et je vais me renseigner. Mais ça me sidérerait si quelque chose comme ça s'était produit au SLED et qu'on ne m'en ait pas parlé. Je communique avec eux tous les jours. Leur conseiller juridique général est assis ici, dans la salle aujourd'hui. La défense voulait également présenter les résultats du détecteur de mensonges concernant le cousin Eddie et Alec Murdoch. L'avocat de la défense, Dick Harpootlian, a lâché une véritable bombe. Eddie Smith, qui, comme nous l'avons déjà compris, a été inculpé pour tout un tas de choses, avait un accord de coopération avec l'État, et l'accord de coopération était conditionné au fait qu'il réussisse un test au polygraphe. Et comme M. Waters le sait, en d'autres termes, il avait un accord, et cet accord était basé sur le fait qu'il réussisse un test au polygraphe. Voici une copie des résultats de ce test. Et le polygraphe était... Avez-vous tué Paul et Maggie? Murdoch? Il l'a raté. Et donc, en se basant là-dessus, ils ont annulé son accord de coopération. Maintenant, je ne dis pas forcément que c'est recevable lors du contre-interrogatoire. Mais je dis que c'est un problème. Pas maintenant, mais bien plus près du procès que nous devons pouvoir plaider. Et il pourrait y en avoir d'autres. Nous ne faisons que revenir dessus. Je vais vous dire, M. Murdoch a réussi le test du polygraphe haut la main. Donc le même examinateur du polygraphe. Laissez-moi répéter cela. La défense affirme que Cousin Eddie, un témoin potentiel, a échoué au test du polygraphe lorsqu'on lui a demandé s'il avait tué Paul et Maggie. Alec Murdoch a réussi le même test. Creighton Waters a répliqué à cette affirmation. La jurisprudence est très claire en Caroline du Sud. Les polygraphes sont interdits. Et cela parce que, même s'ils peuvent être un outil d'enquête, leur fiabilité est discutable. Et bien sûr, même les États-Unis. Le manuel du ministère américain de la Justice précise que ce n'est pas un détecteur de mensonges. Ce qu'il fait, c'est enregistrer des réactions physiques qui, selon l'opinion subjective de l'examinateur,
peuvent indiquer une tromperie, mais cette tromperie peut ou non être liée à des préoccupations de culpabilité ou d'innocence. Et c'est pourquoi les tribunaux les ont toujours rejetés, en plus du fait qu'ils touchent au cœur de la raison pour laquelle nous avons des tribunaux et des jurys. Et c'est le tribunal qui est chargé de la détermination ultime de la vérité sur la question. Et donc, évidemment, du point de vue de l'État, s'il y a un problème de polygraphe, ou s'il y a eu un entretien après un polygraphe, nous sommes intransigeants. Pour nous assurer que ce témoin, et que, vous savez, cet officier ou autre, ne prononce pas le mot commençant par P à voix haute. Et c'est simplement la règle générale. Et c'est comme ça que je procède, tout comme nous l'avons fait avec les preuves financières la dernière fois. Nous avons mis toutes nos cartes sur la table, organisé une audience longue et approfondie. Il n'y a pas eu de moment de surprise ou quoi que ce soit de ce genre. Et nous demandons simplement la même chose, qu'il y ait, vous savez, simplement une décision à huis clos et une instruction pour que le mot polygraphe ne soit pas mentionné parce que, encore une fois, il est difficile de revenir en arrière une fois que c'est dit. Votre honneur. Juste pour corriger une chose, il n'y a jamais eu le moindre accord avec Ellie Smith. Un proffer n'est pas un accord. C'est écrit en grosses lettres. Ceci n'est pas un accord de coopération. C'est seulement, vous savez, essentiellement une mesure de premier secours. Encore une fois, les polygraphes peuvent être un outil d'enquête, mais ils ne sont jamais, je ne prends jamais de décision sur leur base. Et franchement, d'après mon expérience, je les ai trouvés inexacts, où les gens signalent une tromperie pour d'autres raisons émotionnelles que la véracité. C'est pourquoi ils ne sont jamais utilisés comme preuve au tribunal. Dick Harpootlian a eu le dernier mot. C'était un accord de proffer. Dans le cadre du proffer, vous allez nous dire des choses. Et si vous réussissez le test au détecteur de mensonges, on passe à l'étape suivante, ce qui serait peut-être lui donner quelque chose, ou un témoignage. Il l'utilisait comme un outil de sélection, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il a échoué au détecteur de mensonges, donc il n'a pas eu l'accord. Mais il a raison, il n'a pas d'accord, à ce que nous sachions. Et la raison pour laquelle il n'a pas d'accord, c'est qu'il a échoué au détecteur de mensonges. Au final, la juge McCaslin a statué que les résultats du détecteur de mensonges sont irrecevables. Le jury n'en entendra pas parler. Je vais statuer que les résultats d'un examen au détecteur de mensonges ne sont pas recevables, tout comme la volonté ou le refus de l'accusé de se soumettre à un détecteur de mensonges. Et je vais vous dire maintenant qu'il ne doit être fait aucune mention d'un test au détecteur de mensonges devant le jury. Cette décision est fondée sur les arguments des avocats et la jurisprudence, notamment l'affaire Palmer. Si la défense cherche à présenter des preuves, des témoignages, ou à faire référence à un examen au détecteur de mensonges, vous devez en informer le tribunal et obtenir une décision en dehors de la présence du jury. Sinon, vous risquez que ce procès soit déclaré nul. Si vous aimez autant que moi plonger dans les moindres détails de ces grandes affaires criminelles, vous devez absolument télécharger l'application Law & Crime Plus. Si vous n'avez pas encore essayé, voici 3 raisons de vous lancer dès aujourd'hui. Premièrement, vous bénéficiez d'un accès complet. Regardez les meilleures émissions de Law & Crime et de Court TV sans aucune publicité. Deuxièmement, les dossiers d'affaires. Explorez en détail les preuves brutes des procès, y compris les images de caméras piétons, les appels au 911, les photos de scènes de crime et bien plus encore. Et enfin, c'est gratuit pendant 30 jours. Nous offrons à tous nos téléspectateurs un mois complet pour l'essayer sans aucun risque. Rendez-vous donc sur lawandcrimeplus.com, entrez le code promo CRIMEFIX et commencez à explorer dès aujourd'hui. Maintenant, l'une des parties les plus importantes d'un procès, c'est bien sûr la sélection du jury. Et nous savons tous ce qui s'est passé la dernière fois avec le jury. Il y a eu des manœuvres douteuses. C'est pour cela qu'il y a un nouveau procès. La greffière du tribunal, Becky Hill, a manipulé le jury. Et l'équipe de défense de Murdaugh est un peu paranoïaque à l'idée que quelque chose puisse se passer lors de la sélection du jury cette fois-ci. Nous demanderions qu'il y ait une supervision directe de votre part lors de l'envoi des convocations des jurés. Comment ils sont sélectionnés? Il y avait évidemment de grandes questions après que nous ayons appris la conduite du tribunal, sur la façon dont certaines personnes ont peut-être été incluses dans la liste des jurés potentiels et d'autres non. Elle semblait apparemment excuser des personnes, nous pensons. Et bien sûr, ce litige ne nous a pas aidés. Le litige fait bien sûr l'objet d'un appel, selon ce qui sera établi. Sa fille est apparue sur la liste des jurés potentiels et elle et je suppose qu'à l'époque, même moi ni monsieur avons trouvé cela inhabituel. Mais elle parlait à nous deux de la façon dont elle pense qu'il s'agit d'un excellent juré. Elle pensait à moi et je pensais qu'elle pensait à vous. Je dis juste, je ne dis pas que je m'attends à ce que cela se reproduise. Nous sommes devant un nouveau tribunal. Mais en ce qui concerne la convocation des jurés, il y a un processus. La Cour suprême, j'ai découvert plus tard, qu'il y a une liste. En fait, ils sont générés à Columbia. Et ensuite, le tribunal accorde des dispenses avant qu'il ou elle n'émette ses convocations. Il y a un processus de sélection. C'est ce qui m'inquiète. En d'autres termes, la grande liste viendra de Columbia.
Mais la façon dont elle est réduite avant même que nous la voyions, cela impliquerait de rencontrer M. Waters. Cela m'a beaucoup préoccupé. Encore une fois, c'est la première fois que j'entends parler de problèmes à ce sujet. D'après ce que je comprends, sous la supervision du juge Newman, évidemment, un certain nombre de personnes ont été dispensées en raison, vous savez, d'exemptions évidentes, comme les personnes de plus de 65 ans qui l'ont revendiqué, ou des problèmes de non-résidence et ce genre de choses. C'est ce que je comprends de ce qui se passe normalement quand on nous sélectionne un avions tout jury. le panel qui est arrivé. Oui, il y avait quelque chose comme ça. Évidemment, elle a été dispensée. Il y avait aussi des personnes qui avaient des relations proches avec les Murdoch, avec Alec Murdoch et la famille Murdoch. Et bien sûr, nous avons vérifié tout cela et dispensé les personnes concernées, comme il se doit. Eh bien, mais ce qui n'a jamais été fait, et j'ai essayé d'obtenir la liste, c'est de comparer la liste initiale qui a été générée à Columbia avec les convocations qui ont réellement été émises. Et il y avait certainement des personnes que le tribunal a mentionnées, qu'ils n'habitent pas. Il y en a plus de 60. D'accord, ouais, peu importe, je comprends. Mais là, on n'a jamais eu la liste originale. Donc, on ne sait pas. Et encore une fois, appelez-moi méfiant. Mais quand on a des preuves que la Cour essaie bien sûr d'influencer le jury pour obtenir un verdict de culpabilité afin qu'elle puisse vendre plus de livres, quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a commencé quand elle a commencé à éliminer des personnes qu'elle pensait pouvoir nous être utiles? Et je ne dis pas que ça pourrait se reproduire, mais je pense que je dois simplement le mentionner. Je dois dire à la Cour que je ne m'attendais pas à ce que cela arrive la première fois. Je fais ça depuis des années. Je n'ai jamais vu la Cour s'immiscer dans ce processus. Et clairement, notre Cour suprême a constaté qu'elle l'a fait. La juge McCaslin a accepté de superviser le processus. Maintenant, la prochaine grande question, où ce procès aura-t-il lieu? La défense a déposé une demande de dépaysement. Ils ne veulent pas que ce procès ait lieu dans le comté de Colleton, ni que le jury soit choisi dans ce comté ou dans le district où se trouve Colleton. Mais tout le monde va entendre parler de cette affaire, et tout le monde aura peut-être déjà une opinion préliminaire. La question est de savoir s'ils peuvent mettre cela de côté et fonder leur verdict sur ce qu'ils entendent à la barre des témoins. Donc la deuxième raison pour choisir Charleston, ce n'est pas seulement parce que c'est pratique, ils ont un palais de justice avec 16 salles d'audience. Cela ne va pas paralyser le système judiciaire du comté pour juger cette affaire là-bas. Ils ont déjà jugé l'affaire Swaggart là-bas. Le tribunal a fonctionné normalement, même pour une affaire suivie au niveau national. Les salles d'audience étaient pleines tous les jours. Et cela a attiré beaucoup d'attention. Et juste en face, ils ont jugé Dylann Roof pendant 3 ou 4 semaines. Ça n'a pas paralysé la ville. Mais l'État s'est opposé à la demande de la défense de déplacer le procès à Charleston, ce que la défense préférait. Pour prouver que Charleston ne serait pas trop coûteux, Dick Harpootlian en fait appeler son co-conseil, Phil Barber, à témoigner. Maintenant, lorsque nous avons jugé cette affaire dans le comté de Colleton, savez-vous où l'État? Les gens disent qu'ils ont loué une grande partie d'un Hampton Inn, n'est-ce pas? Ils sont restés dans un Hampton Inn. Je crois que c'était à l'échangeur de l'Interstate 95. Et savez-vous combien de temps il faut? Et si vous cherchez sur Google, combien de temps il faut pour aller de ce Hampton Inn au palais de justice du comté de Colleton? Je ne l'ai pas fait. Je sais que ça a pris au moins, j'ai déjà conduit ce trajet. Le Cracker Barrel était là quand nous y sommes allés. C'était bien, c'était à peu près 15 minutes aussi. J'ai oublié le Cracker Barrel. J'avais oublié qu'il y avait un Cracker Barrel, n'est-ce pas? Oui, c'est à peu près 15 minutes. Non? À peu près le même temps qu'il te faudrait pour aller d'un de ces hôtels économiques de Mount Pleasant jusqu'au tribunal. Oui, si tu voulais arriver tôt, beaucoup des hôtels au nord de la route 17 ont une bretelle d'accès à l'autoroute juste à côté des hôtels, sans même avoir à t'arrêter. D'accord. Et est-ce que le palais de justice du comté de Charleston a un parking couvert? Oui, il y en a. LC. Si nous allions au palais de justice du comté de Charleston, pensez-vous que nous pourrions réserver quelques places de parking pour l'accusation, la défense et peut-être même les témoins? Tout ce que je peux dire, c'est que ce serait incroyable pour moi que les avocats de l'État de Caroline du Sud ne puissent pas obtenir de place de parking dans un établissement judiciaire de Caroline du Sud. Ensuite, c'était au tour de Creighton Waters. Lorsque vous avez témoigné plus tôt, vous n'avez en fait parlé à personne à l'administration du tribunal ou au greffe pour savoir qui gère ce parking, ni combien de places pourraient être réservées pour lui, s'il y en avait. Est-ce exact? Je n'ai pas abordé la question, Dr. Parker. D'accord. Vous seriez d'accord que Charleston, à plus grande échelle, a probablement le trafic urbain le plus important de tout l'État? Je ne serais pas d'accord avec ça. D'accord. Où est le premier point? Si vous avez déjà conduit dans le comté de York, vous savez, la circulation de Charlotte qui entre dans le comté de York
Je la classerais probablement comme la pire de l'État. D'accord, donc le deuxième. Ensuite, La circulation ici à Columbia, surtout autour de ce qu'on appelle Malfunction Junction, mais aussi quand j'arrive à Columbia, parfois je reste un peu au nord et j'entre par Bull Street. C'est un cauchemar tous les jours. Donc tu dis que la circulation à Columbia est pire que la circulation aux heures de pointe dans la métropole de Charleston? Je dis que c'est pire que la circulation venant du côté du pont Avenel de Mount Pleasant vers Charleston. est-ce que tu pourrais Maintenant, au moins... je veux savoir si je... Je peux finir. Tu avais une question très générale sur la région métropolitaine de Charleston. C'est certain que si tu viens de Somerville, n'est-ce pas, en descendant l'I-26 le matin, c'est extrêmement difficile. Et je ne pense pas que ce soit. Personne ne va faire ça. Et je n'ai pas d'expérience avec ça. Je l'ai vu. Mais en venant de ces hôtels à Mount Pleasant chaque jour jusqu'à Charleston, ça prend systématiquement 15 minutes. La défense a obtenu le dépaysement. Je constate que le prévenu a satisfait à la charge qui lui incombe au regard de State versus Manning, où il a démontré un véritable préjugé de la part des jurés. Et contrairement aux affaires ordinaires de médiatisation avant le procès, les preuves présentées devant cette cour sont fondées sur les résultats réels de la sélection des jurés menée dans cette affaire lors du procès de janvier 2023. Moins d'un juré potentiel sur 7 a été jugé apte à siéger, ce qui démontre un degré extraordinaire d'exposition et de préjugés au sein de la communauté. Deuxièmement, selon l'affaire Reamer contre les États-Unis, l'ingérence dans le processus du jury par un officier de ce tribunal est présumée préjudiciable et ne peut être mesurée au moyen d'aucun voir-dire. En fin de compte, la décision de ordonner un changement de juridiction relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance, à condition qu'une preuve de préjudice réel des jurés soit apportée. Cette décision repose sur 4 motifs. Premièrement, le taux exceptionnel de disqualification des jurés lors de la sélection du jury de janvier 2023. Deuxièmement, le préjugé communautaire découlant de la taille du comté et de l'association de longue date entre la famille de l'accusé et le 14e circuit. Troisièmement, la décision de la Cour suprême de Caroline du Sud, selon laquelle l'ancienne greffière du tribunal du comté de Colleton a indûment influencé le jury, privant l'accusé de son droit constitutionnel à un jury impartial. Et quatrièmement, la nature de la médiatisation entourant cette affaire. Il existe une jurisprudence qui dit que je ne peux pas transférer une affaire simplement à cause de la publicité. Vous savez, cela peut être corrigé. Mais avec les 4 motifs que je viens d'énoncer, je transfère l'affaire. La juge McCaslin n'a pas dit où se tiendra le procès. Et enfin, la juge McCaslin a donné une victoire à l'accusation en déclarant que les procureurs pourront utiliser le témoignage d'Alec Murdaugh du premier procès tant qu'il est pertinent. Évidemment, en règle générale, selon Harrison, le témoignage d'un accusé lors d'un précédent procès est recevable, et j'en viendrai au texte de loi dans un instant. Et puis, bien sûr, selon la règle 804, ce serait recevable, évidemment, en raison de l'indisponibilité, en supposant qu'il refuserait de témoigner ou exercerait son droit du 5e amendement lors d'un second procès. La question, bien sûr, se résume au texte de loi. Et bien sûr, le texte de loi dit que le témoignage d'un accusé dans une affaire pénale ne doit pas être utilisé par la suite contre cet accusé dans une autre affaire pénale, sauf en cas d'inculpation pour parjure. Et bien sûr, notre position à ce sujet est qu'il s'agit de la même affaire pénale. Ce n'est pas une autre affaire pénale. C'est le même acte d'accusation. Ce sont les mêmes allégations. C'est la même affaire que nous traitons. La défense s'était opposée à ce que le témoignage de Murdaugh soit présenté lors du second procès qui est prévu pour avril 2027. Alors restez avec nous sur Law & Crime pour suivre les dernières actualités sur cette affaire au fur et à mesure qu'elle évolue. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Anjanette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.